va accueillir, sans la présenter maintenant, Marion Balderou qui va nous parler justement de la vaccination Quoi de neuf en 2025. Et je pense que si on peut le concevoir, l'infectiologie est un monde en mouvement permanent, hein, et je pense qu'il y a plein d'innovations, ce qui est quand même très intéressant pour la pratique quotidienne. Donc Marion, à toi. Oui, merci beaucoup. Merci Gaëlle, parce que tu m'as fait la passerelle parfaite pour terminer sur le calendrier vaccinal. Du coup, moi, je suis responsable du centre de vaccination au CHU à Rennes et je travaille dans le service de maladies infectieuses. Donc, l'idée, ça va être de rattraper un peu le temps perdu, mais je risque de dépasser un tout petit peu. Le nouveau calendrier vaccinal, quelques nouveautés quand même encore cette année. La nouveauté, mais vous avez déjà dû en prendre connaissance, mais c'est le fait qu'il y a un élargissement de la vaccination contre le pneumocoque 20 valence pour l'ensemble des personnes de plus de 65 ans, quel que soit le statut de comorbidité. Donc, on va revenir un peu sur ce point-là. Il y a la vaccination du VRS chez le patient de plus de 65 ans avec comorbidité et on verra pourquoi. C'est sur cette cible vaccinale de patients ou plus de 75 ans, quelles que soient les comorbidités. Ça, c'est important à avoir en tête. La vaccination méningocoque, ça, majeure, vaccination ACYW pour rattrapage dès 11 ans et obligatoire pour les moins de 2 ans. Et méningo B, obligatoire pour les moins de 2 ans et recommandé, en tout cas remboursé chez les 15-24 ans. À savoir qu'il y a aussi un topo cet après-midi sur les maladies émergentes. Donc, Léa Picard vous parlera des vaccinations voyageurs, parce qu'il y a des actualités épidémiques, donc c'était plus logique qu'elle en parle. Je parlerai un tout petit peu du méningocoque, mais rapidement, puisqu'elle vous en parlera aussi. Un point d'intérêt, je ne sais pas si j'aurai le temps de montrer les diapos, mais en tout cas, très important, il y a eu une épidémie de coqueluche l'année dernière. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, ce soit les femmes enceintes qui soient vaccinées, mais on est à peu près à 65% de vaccination en Bretagne, si je ne me trompe pas. Donc, si de vos patientes femmes enceintes n'a pas été vaccinée, en tout cas, il faut vacciner l'entourage du nouveau-né, la stratégie cocooning qu'on faisait avant. Voilà, une épidémie qui a quand même coûté la vie à 20 nourrissons cette année, de moins d'1 an. Je reviendrai pas par contre sur le vaccin Zona que j'ai beaucoup développé l'année dernière. Mais voilà, 2 doses à 6 mois d'intervalle chez le patient âgé. Donc, l'élargissement de la vaccination pneumococcique à l'ensemble des personnes de plus de 65 ans, ça va être basé sur des données assez fortes désormais. Donc, le poids du pneumocoque dans les infections pulmonaires, il est majeur parmi l'ensemble des autres pathogènes. Donc ça, c'est un premier point, c'est la première cause de pneumonie. C'est une pathologie qui est largement diffuse au niveau mondial. Et puis, on a des données plus strictes de souche dans les infections invasives qui sont documentées, recensées et qui contiennent les bactériémies et les méningites. Donc, l'incidence de ces infections invasives à pneumocoque qui contiennent bactériémie et méningite, elle est en réaugmentation depuis la sortie du Covid pour atteindre pas encore des taux d'incidence avant la période Covid, mais en tout cas, on retrouve progressivement des taux d'incidence antérieurs. Le poids de la maladie, il va être principalement chez les patients de plus de 60 ans. Et donc, c'est ça qu'on a en tête dans cet élargissement de la vaccination. Maintenant, on a des données aussi plus conséquentes, que ça soit au niveau mondial, mais aussi en France, dans les CNR, des données chez les patients de plus de 65 ans et où finalement, indépendamment même des comorbidités, l'âge est un facteur clé de la maladie. 60% des patients qui vont présenter une infection invasive à pneumocoque, ils ont plus de 65 ans. Un quart des infections invasives à pneumocoque des plus de 65 ans vont être pris en charge en réanimation. Et cette comorbidité, le fait d'être hospitalisé chez une patiente de plus de 65 ans, ça va être aussi des temps d'hospitalisation qui sont plus longs, que ça soit en hospitalisation conventionnelle par rapport à des personnes moins âgées, donc qui est plutôt de 6 jours, et de 11 jours s'il y a une hospitalisation en réanimation. La mortalité, elle est déjà conséquente chez le patient de plus de 65 ans qui va faire une infection invasive à pneumocoque. Et plus on augmente, soit on cumule des comorbidités, ou plus on augmente en âge, et plus on va augmenter la mortalité de la maladie pour atteindre 35% quand on a plus de 85 ans.
Donc, ce qui est très net, c'est que le taux d'incidence des infections invasives à pneumocoque, il augmente par rapport à la population générale quand on a plus de 65 ans, x 4, et quand on a plus de 80 ans, on est x 12. Donc ça, c'est un facteur majeur qui est déjà stricto sensu, juste l'âge, indépendamment des comorbidités. Et quand on va associer à ça, en fait, je montre avec ma flèche, mais il n'y a rien qui n'apparaît. Mais quand on augmente en fait le nombre de comorbidités, donc patients à risque modéré, ça va être 1 à 2 comorbidités, et puis ensuite population à haut risque, 3 comorbidités, ou le fait d'être immunodéprimé, où là, on va multiplier, indépendamment de l'âge aussi, de manière très nette, l'incidence des infections invasives à pneumocoque. Voilà, donc juste l'âge est un facteur clé. Avant, on pensait qu'il y avait surtout les comorbidités, mais voilà, on a aussi des données pour montrer que l'âge, indépendamment des comorbidités, c'est important. Et de plus, la moitié des patients de plus de 65 ans hospitalisés pour pneumonie, ils n'ont pas de comorbidité. Donc ça vient asseoir le fait que ça soit nécessaire de les vacciner. Ce qui est intéressant, donc il y a une étude une étude SIPA qui avait regardé chez les patients hospitalisés pour des infections invasives à pneumocoque, quel était le pourcentage de personnes qui avaient été vaccinées. Et en tout cas, parmi ceux qui n'avaient pas été vaccinés, 90% avaient rencontré un médecin l'année précédente et avaient un critère d'éligibilité à la vaccination. Donc ça veut dire qu'on rate des indications, et ça, on le sait, hein, c'est comme même chez l'adolescent, quand il y a des préconisations de rattrapage de vaccination, eh bien, on rate une partie de la population. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir le choix du 20 valence? Et on parlera un petit peu du 21 valence à venir. Donc ça, c'est pour vous montrer. Voilà, donc ça, c'était les souches qui sont contenues dans le 13 valence, puis dans le 15 valence qui est préconisé chez l'enfant, avec des souches qui circulent, qui vont être différentes de l'enfant et de l'adulte, et qui sont même différentes de l'adulte 25-60 ans que de l'adulte âgé de plus de 60 ans. Chez le patient âgé de plus de 60 ans, donc les souches principales sont contenues dans le Prevnar 20, et ça contient à peu près 65% des souches qui donnent des infections invasives à pneumocoque chez la personne adulte de plus de 65 ans. Mais donc, on n'est pas non plus à du tout 100% des souches qui donnent des infections invasives chez le patient de plus de 65 ans. On a encore une marge de progression. Et les souches principales chez la personne de plus de 65 ans, c'est la souche 3 qui était déjà contenue dans le 13 et la souche 8 qui, elle, est contenue dans le 20 valence, mais qui n'était pas contenue dans le 13 qu'on avait à disposition avant. Donc ça, c'est l'ensemble des souches qui vont donner des infections invasives à pneumocoque qu'on choisit chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, je vous ai mis en jaune celles qui sont contenues dans le 20 valence, et les violettes, c'est celles qui seront contenues dans le 21 valence qui sera à venir, mais on ne sait pas encore quand, et qui permettra d'élargir encore la couverture vaccinale chez la personne adulte. Des souches qui sont responsables d'infections invasives à pneumocoque chez ces personnes. Donc voilà pour le pneumocoque, et voilà ce qui motive le fait qu'il y ait eu un élargissement vaccinal, sachant que ça avait déjà été le cas depuis 3-4 ans dans d'autres pays européens. Et souvent, au niveau national, on observe un peu ce qui va se passer ailleurs avant de changer aussi les recommandations dans notre pays. Donc on n'est pas les premiers à avoir élargi la vaccination à tous les patients de plus de 65 ans. Et ça a été montré aussi dans les études comme étant coût efficace. Deuxième point, le VRS. Donc, on avait dans l'étude Princeps qui était parue dans le New England, on avait des données d'efficacité vaccinale qui étaient aux alentours de 90%, mais dont les critères d'inclusion, comme ça induisait pas tant d'hospitalisation que ça, dans une étude dans laquelle il y avait à peu près 2000 patients, on avait des critères d'inclusion qui étaient une diminution des signes respiratoires, toux, expectoration, fièvre, et donc avec pas des critères d'hospitalisation, puisqu'il y a eu très peu d'hospitalisation dans l'étude. Donc, on attendait beaucoup d'avoir des données d'efficacité vaccinale en vie réelle pour voir si vraiment, certes, le fait de diminuer les symptômes en ambulatoire, on peut présupposer peut-être que ça peut engendrer moins d'hospitalisation, mais encore faut-il en être certain avant de proposer aussi des recommandations vaccinales à une population générale. Donc, ce qu'on a, c'est il y a eu, alors ça, c'est une première modélisation, mais ensuite, je vais vous montrer des études un peu plus de vie réelle.
Donc ça, c'est une étude qui a été faite en Angleterre, dans lequel il y a un registre national dans lequel on peut récupérer les données des hospitalisations sur des VRS. Il y a eu une politique vaccinale, vous savez qu'en Angleterre, dans les pays nordiques en général, quand il y a des recommandations vaccinales, c'est assez suivi de manière immédiate. Dans cette épidémie-là, c'était la première année, il y a eu une couverture vaccinale entre 35% puis jusqu'à 45% au début de l'année 2024, donc la moitié de la population dans la période d'âge concernée qui était les 75-79 ans, et dans lequel finalement il a été observé une baisse des hospitalisations de cette population-là. Donc dans une modélisation, il y a un poids de la vaccination dans la baisse des hospitalisations. Ensuite, sur des données de vie réelle, on a des études plutôt en test design négatif, c'est-à-dire qu'on va, donc là c'est une étude qui a été publiée dans le JAMA toute fin d'année dernière, dans une population d'études de 70-84 ans californienne, et dans lesquelles on va regarder les patients hospitalisés pour des infections respiratoires et on va prendre un contrôle testé VRS négatif par rapport à ceux qui vont être testés positifs pour le VRS et qui a conduit à une hospitalisation. Et donc, on voit qu'il y a dans le groupe qui n'est pas hospitalisé, en tout cas pour un VRS, on ne retrouve pas de VRS. En tout cas, il y avait globalement 3,5% de cette population-là qui avait été vaccinée contre le VRS, alors que chez ceux qui vont faire une hospitalisation pour un VRS, finalement, on ne retrouve quasiment pas qui n'avaient pas été, qui avaient été vaccinés et qui ont quand même fait un VRS, ce qui montre qu'en tout cas, il y a une efficacité vaccinale qui est à peu près de 90-91%. Donc ça, c'est des premières données intéressantes de vie réelle. Alors, il y a plusieurs études, mais évidemment, je n'allais pas toutes vous les montrer. Donc, j'ai choisi celle que j'avais trouvée, moi, le plus intéressante, ou en tout cas le plus représentatif surtout. Donc ça, c'est un registre national américain aussi chez les plus de 60 ans qui a regardé la période épidémique de 2023 sur plus de 3 millions de personnes avec 148 000 vaccinés et dans lequel il va être montré aussi une diminution des consultations aux urgences, donc une diminution aussi de ce que ça peut représenter en termes de poids pour le système de soins et une baisse aussi des hospitalisations, à savoir que les hospitalisations, on va le voir dans la diapo suivante, elles sont quand même moindres que pour d'autres pathologies virales telles que la grippe. Mais en tout cas, on va moins consulter dans le système de soins quand on a été vacciné en période épidémique de VRS. Donc, ce qui va donner aussi des efficacités vaccinales un petit peu plus basses, mais aux alentours de 80% dans les tranches d'âge, quelles que soient les tranches d'âge de 50-90 et au-dessus de 60-70, 70-80 et plus de 80 ans. Donc, ça répond quand même à une question qu'on avait dès le départ aussi, qui était quel est le fardeau de la maladie AVRS chez la personne âgée pour préconiser des recommandations dans la population générale. Donc, on a des données, c'est l'équipe de Nîmes qui s'est beaucoup intéressée à ça sur le plan national. Donc, sur les 4 périodes épidémiques en France entre 2016 et 2020, ce qui a représenté à peu près 4000 hospitalisations par an. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la majeure partie des personnes qui sont hospitalisées pour un VRS et qui ont plus de 65 ans, ce sont aussi des gens qui ont des comorbidités. Et c'est pour ça que la recommandation, elle va aller cibler des personnes de plus de 65 ans qui ont une comorbidité cardiaque ou pulmonaire, parce que c'est vraiment cette décompensation de comorbidité qui fait la morbidité de cette maladie. Et 20% de patients qui étaient diabétiques, avec une mortalité J30 qui est de 4%, pas non plus trop élevée. Un petit mot, alors je ne sais pas, vous m'arrêtez quand... OK. Pour le méningo, donc rapidement, les âges de prédilection du méningocoque, c'est la toute petite enfance, et puis un pic à 15-24 ans, et ensuite la personne âgée de plus de 80 ans. 10% de mortalité globalement et 20% de séquelles invalidantes. Depuis la vaccination contre le méningo-C, on a vu une chute drastique des méningococcémies à méningocoque C. Et puis, on voit une réascension. Et Léa Picard, je pense, vous parlera tout à l'heure de l'épidémie qui est en cours l'année dernière et puis encore cette année, puisqu'on est déjà à plus de 600 cas cette année, alors qu'habituellement, c'est des nombres de cas qu'on peut avoir sur toute l'année entière.
Donc, juste les sérotypes, actuellement, c'est du B qui circule en quasi la moitié des cas, du W dans 28% des cas, du Y dans 23%, et nous n'avons quasiment plus de C, puisqu'on retrouve ces 2% des cas qui sont du C. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de logique à vacciner contre le C, et que depuis quelques années aussi, certains autres pays européens avaient élargi la vaccination aux souches ACY-W. Donc voilà, je passe rapidement, mais ça, c'est ce que je vous ai donné comme information tout à l'heure, où il faut vraiment veiller à faire un rattrapage vaccinal déjà des enfants qui, du coup, sont plutôt à l'âge de 12 mois actuellement, puisque c'est le texte réglementaire est passé au 1er janvier. Donc attention à bien rattraper ceux qui avaient eu un méningocé l'année dernière. Il faut les vacciner contre le CYW, ça c'est super important. Et la rattrapage pour les 11-24 ans finalement. Et ça, on voit bien pour le méningocé, les ados, et en Bretagne, pourtant on est meilleur qu'ailleurs en France, il n'y a que 50% des ados qui ont été rattrapés pour le méningocé. Donc en plus, en période épidémique actuelle, ça c'est majeur de ne pas louper le coche de la vaccination ACYW et de proposer chez les 15-24 la vaccination contre le méningo B qui est remboursée désormais. La coqueluche, voilà, augmentation de l'incidence épidémie l'été dernier. Je voulais vous montrer ça parce que quand même, il faut voir que en Bretagne, la vaccination chez la femme enceinte, elle est de 63% en 2023, 78% en 2024. C'est hyper bien. Enfin, en tout cas, voilà, ça augmente. On a encore de la marge de progression, mais vous voyez qu'on a une vraie différence avec le reste, la moyenne nationale en France. Et ça, sans vouloir vous féliciter, c'est quand même à noter et pour l'ensemble des vaccins. Donc, ça réduit les hospitalisations et de 95% les décès liés à la coqueluche de moins de 3 mois quand on vaccine à la grossesse entre 20 et 36 semaines. Et dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de vacciner l'entourage si la maman a été, si la femme enceinte a été vaccinée. Je termine sur ces points-là, puisque c'est assez voilà, satisfaisant aussi. Ce sont les points clés 2004 des couvertures vaccinales des patients. Donc la rougeole, on est en Bretagne, donc on est pour tout supérieur à la moyenne nationale, mais on est à 90% pour 2 doses. Et il faut 95% pour 2 doses chez les personnes nées après 80 pour ne pas voir émerger d'épidémie. Donc voilà, on est pas mal, mais on n'est pas encore optimal. Mais on est à 96%, mais pour une seule dose. Donc pour le méningocé, on était à 92% et on verra pour le méningo ACYW à quel pourcentage de vaccination chez le nourrisson on arrivera. Mais normalement, comme c'est obligatoire, on devrait être très très bon. Le méningo B, on verra, mais on était à 60%, 65%, mais au moment où c'était recommandé et pas encore obligatoire. Pour la vaccination des enfants, alors intéressant quand même, j'étais encore un peu surprise, mais finalement, il n'y a que 88% des enfants de 6 ans qui sont à jour de leur DTP. C'est-à-dire que là, on rate des enfants. Et 84% des 11-13 ans. Autant dire qu'après, chez l'âge adulte, vous verrez que ça diminue encore drastiquement. Le papillomavirus, en 2024, fin d'année 2024, c'est 62% des filles qui sont vaccinées avec un schéma complet. Je vous reprécise que les Australiens, ils ont prévu d'éradiquer complètement les cancers du col de l'utérus en 2035. Ils sont à peu près à 90% de vaccination de leur population et qu'on a des données d'efficacité vaccinale chez la jeune femme vaccinée avant 17 ans, maintenant dans des registres suédois qui montrent qu'on a des efficacités vaccinales de 100% et qu'on ne voit plus survenir de cancer du col. 35% des garçons vaccinés avec un schéma complet en Bretagne. Donc là, on a encore aussi grosse marge de progression, mais il y a de la vaccination dans les collèges, dans tous les collèges bretons. Donc voilà, on devrait voir progressivement les choses s'améliorer nettement, sachant que maintenant, on montre aussi un bénéfice individuel à vacciner les garçons sur la prévention des cancers ORL à papillomavirus. Donc, difficulté des rappels, 6 ans, 11 ans, sur lequel il faut qu'on soit encore vigilant. Et chez l'adulte, eh bien, à 25 ans, on chute à 63% en Bretagne de personnes qui sont à jour de la vaccination DTP. On n'est qu'à 50% à 45 ans. Il y a encore 10 cas par an de tétanos en France chez des gens qui ne sont pas vaccinés depuis des années, souvent une fois qu'ils ont plus de 65 ans, mais ils n'ont pas fait ces rattrapages-là. Ils jardinent, ils se font une plaie. Et donc, on en a encore du tétanos. On est régulièrement en contact avec le tétanos dans la terre. Donc voilà. Et puis, bon, voilà, ça suit aussi ça chez la personne âgée, que 57% à 65 ans qui est à jour du DTP et que 19% de la vaccination pneumococcique.
Voilà, j'en ai fini. Merci à vous.